Je vous souhaite la bienvenue dans le magazine de jeux Forza Horizon qui vous parle de l'actualité Windows Phone de la quinzaine écoulée. Ah non, pardon, c'est un épisode de Lifestyle où on va vous parler de l'actualité Microsoft. Alors pour ce nouvel épisode, j'ai la chance d'avoir deux camarades avec moi. Non, on va pas faire des boutades toute la soirée, mais on va parler avec Cassim, peut-être un petit peu tout à l'heure de jeux vidéo. Salut Cassim. Salut. Avec toi, pas d'épisode sans Xbox quand même, hein. Oui, bah oui, t'as vu, j'ai rajouté, c'est moi qui ai rajouté les trucs dans le conducteur. Bien sûr. Mais en même temps, il y a eu de l'actualité pour le coup. Il y a eu un petit anniversaire. Donc, C'est ça, 20 ans, ça se fête quand même. Et oui. Et puis, avec nous, il y a Richard qui est là. Salut Richard. Alors, je vais faire comme Cassim. Salut. Plus sérieusement, donc aujourd'hui, on va parler, en plus, on va quand même commencer avec des trucs plus pro. On va retourner dans le monde d'Office, dans le monde Teams. On parlera ensuite un petit peu plus de Windows et bien sûr on terminera, comme l'a dit Cassim, avec Xbox, ses 20 ans. Et une nouvelle un peu moins sympa pour terminer, mais bon, qui peut peut-être s'entendre. Allez. Alors pour commencer ce soir avec le monde Microsoft Office, on va appeler au sens large. Je crois Richard que tu as une info qui tourne en boucle, une petite loupe. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît? Oui, il y a eu, c'était il y a une semaine, pardon. Microsoft qui a fait une conférence qui s'appelle Ignite et qui a lancé un nouveau produit. Qui a annoncé un nouveau produit au sein de Microsoft Office qui s'appelle Microsoft Loop. Alors c'est vrai que ce produit est un petit peu bizarroïde et puis est passé pas véritablement en lumière dans les différents sites. Mais je pense que c'est un produit qui a véritablement de l'avenir et qui permet à l'ensemble des collaborateurs d'une société de pouvoir partager des produits et ce en temps réel. Donc Loop, c'est quoi? C'est on peut créer ce qu'on appelle un workspace, c'est un endroit dans lequel on va travailler, et à l'intérieur de ce workspace, on va pouvoir travailler sur un certain nombre de pages. Et au sein de ces pages, on va pouvoir rajouter un certain nombre d'éléments. Et donc à l'intérieur de ces éléments, on va pouvoir mettre par exemple l'équivalent de documents Excel, l'équivalent de documents Word, etc., etc. Donc on va pouvoir rajouter comme ça à l'intérieur d'un document de travail pour une équipe des éléments qui vont être mis à jour en temps réel. Chacun va pouvoir rajouter des commentaires, va pouvoir rajouter des données à l'intérieur de ces documents, et tout ça va être mis à jour en temps réel, visible par l'ensemble des collaborateurs de la société. Donc c'est du collaboratif, ça n'existe pas actuellement au sein d'Office. Ça existe quand on est dans Word ou dans Excel, on peut voir une mise à jour des documents, mais là on a véritablement quelque chose qui est poussé et qui fait que le collaboratif est mis en avant à l'intérieur de ces documents Office, quoi. C'est vraiment une nouvelle manière de travailler que propose Microsoft en fait. C'est pas juste un outil, c'est vraiment une nouvelle manière de concevoir le travail collaboratif professionnel. Oui, et puis surtout, les éléments qu'on peut rajouter à l'intérieur de ces pages peut être personnalisé et on peut créer, on peut développer ses propres outils, ses propres éléments qui seront intégrés au sein de ces pages.
Un exemple, on peut imaginer par exemple, enfin ce qui a été montré, c'est par exemple de voter, enfin de voter pour voter pour je sais pas pour un projet en disant choisir un thème de projet, un habillage, faire un sondage. On peut également imaginer, par exemple, je pense pour les développeurs, pour tout ce qui est approche agile, par exemple, en disant, on va à l'intérieur du document, on va rajouter tous les work items, c'est-à-dire tous les éléments de travail sur lesquels on va travailler dans les semaines qui viennent. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis on les rajoute au fur et à mesure. Donc tout ça, ça peut être rajouté au sein de Loops. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Cassim, de ce genre d'outil? J'en pense que ça peut être intéressant et que c'est clairement, enfin en tout cas c'est c'est une bonne idée de leur part de le faire. C'est quelque chose qui est pas totalement nouveau en dehors de Microsoft, dans le sens où c'est déjà ce que propose Notion. Mais il paraît que c'est quand même quelque chose de moins développé, Notion. Surtout c'est un peu toujours la même chose avec Microsoft, c'est-à-dire que Notion c'est bien, mais c'est un service indépendant. Là où Microsoft Loop, forcément ça s'intègre dans tout l'écosystème Microsoft. Et c'est un peu comme quand, pour moi, ça revient un peu à la même chose que quand Microsoft a lancé Teams face à Slack. Slack est un très bon service indépendant, mais quand Microsoft s'est lancé avec Teams, ils ont pu le vendre aux entreprises parce que c'est intégré dans leur suite. Teams, ça fonctionne mieux si tu travailles avec la suite Office, et tout ça communique très bien ensemble. Là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Ça ne m'étonnerait pas que Loop devienne très vite un succès dans les grosses entreprises parce que de toute façon ce sera intégré dans Office, quoi. Alors, est-ce qu'on a une idée de la date de sortie de cette fonctionnalité? On ne sait pas encore. A priori, c'est pour le début de l'année prochaine. Et puis, ce que je voulais rajouter, c'est que les éléments de Loop peuvent être intégrés dans les autres produits de Microsoft. C'est-à-dire que tu peux les intégrer dans OneNote. Toi, tu es un fan de OneNote. Donc, comment tu sais? Non, je sais pas. tu peux les rajouter dans OneNote. Bien sûr, tu peux les intégrer à l'intérieur de Teams. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment transversal. Et je pense que, sincèrement, Office existe avec Excel et Word depuis des années. Je pense que c'est véritablement un nouveau produit qui fera date dans Office, quoi. Clairement, je pense que pour les projets à plusieurs, ça va être un truc. C'est peut-être un outil qui va devenir absolument nécessaire d'ici peu. Je veux dire, 90% du temps, quand tu travailles sur un projet, tu travailles et sur un document Word et sur un document Excel. Donc là, l'avantage de Loop, c'est que tu vas travailler sur un seul document dans lequel il y aura les deux informations. Oui. Voilà. T'as quelque chose à rajouter là-dessus, Cassim? Non, je pense qu'on a tout dit. Faudra attendre de tester, quoi. D'accord. Bon, écoute, moi aussi, je vais bien tester. Je vous propose de passer tout simplement à Clipchamp. Je crois que c'est toi, Cassim, qui voulais nous parler de ça. C'est encore quelque chose qui arrive dans la suite Office. Alors, c'est pas forcément moi qui voulais en parler, mais oui, je peux en parler quand même. C'est un logiciel, c'est une application plutôt qu'a racheté Microsoft il y a quelques mois. Et je crois que c'était au mois de septembre, et ils avaient tout de suite annoncé qu'ils voulaient l'intégrer à Office, et donc ils ont tout simplement annoncé que c'était fait. Que c'était en train d'être fait. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt Office pour les professionnels, mais j'espère que la version, ce sera le cas aussi de la version grand public. Donc c'est un petit logiciel qui permet de faire quelque chose que Windows ne sait pas très bien faire, justement, qui est du montage... De manière native. Ouais, de manière native, qui est du montage vidéo très simple. C'est quelque chose sur lequel Apple est très fort côté macOS et qui manque justement, dans les... Si tu veux, dans les trucs que tu as envie de faire avec ton PC hors web, le montage vidéo, c'est quelque chose qui revient souvent et qui manquait, je trouve, depuis la disparition de Windows Movie Maker. C'est quelque chose qui encore était un peu limité. Ouais, et voilà, c'est quelque chose qui manquait un peu à Windows. Deux choses, de pouvoir enregistrer l'écran facilement. Et la deuxième... Alors ça, il y avait la barre, la Game Bar. Ouais, mais ça a été un peu... Malheureusement, ça a été un peu arrêté, quoi. Dans le sens où tu peux plus enregistrer le bureau avec la Game Bar, tu peux que c'est que les jeux maintenant que tu peux, ils ont limité le truc, quoi.
Et surtout la partie montage vidéo, c'est-à-dire pouvoir découper ta vidéo, pouvoir ajouter des petits effets, etc. Tout ça, il faut des logiciels à télécharger en plus et honnêtement, même en gratuit, il n'y a pas grand-chose, je trouve, de vraiment intéressant sur Windows. Non. Surtout de quelque chose de vraiment simple, parce qu'en fait, c'est par exemple DaVinci Resolve qui est gratuit, mais là, on est tout de suite dans un logiciel de montage qui est quand même très étoffé, un peu comparable à ce que fait Adobe. Tu vois, en fait, il manque. On a le Photoshop sur Windows. Il manque l'équivalent de Paint, en gros, pour schématiser en vidéo. Ouais. Et c'est un peu ce que propose Clipchamp. Et donc, c'est bien il est temps. Enfin, c'est bien qu'il l'intègre. Moi, j'aurais aimé carrément qu'il l'intègre gratuitement à Windows. Mais déjà, passer par Office, c'est déjà un bon début. Alors, je sais pas si tu as fait une install sur Windows 11. Il me semble que tu as fait un petit test de Windows 11, Cassim. T'as pas remarqué que Clipchamp était installé par défaut ? Alors non, sur les machines. Alors chez moi, il n'était pas installé par défaut. Mais il était. Ah ouais, parce que moi, au boulot, il était sur la machine que j'ai regardée. Il était par défaut. Ah, peut-être en insider, mais pas effectivement. Mais en tout cas, dans mon. Moi, je suis pas insider au boulot. Hein. Dans mes tests de mon côté, je le voyais pas installé par défaut. Par contre, il était proposé par défaut dans le menu démarrer comme suggestion, tu sais. Ouais. Voilà. Mais il n'était pas installé. Bah écoute, je vais vérifier là en temps réel sur la surface, voir si en insider c'était le cas. Mais moi, tu vois, en version totalement standard, j'ai fait un upgrade parce que Windows le proposait. Je l'avais par défaut, donc je l'ai essayé au boulot, mais en fait, il fallait un compte payant pour pouvoir sortir des fonctionnalités de test et exporter. Donc je suis pas allé très loin avec Clipchamp. C'est ça le problème, c'est que mais normalement, en fait, donc à la base c'était un service indépendant, donc ils avaient leur propre modèle économique, et le modèle économique c'est en gros, oui, bien sûr. Tu peux l'utiliser gratuitement, mais ça sert pas à grand chose. Dès que tu veux faire quelque chose vraiment avec, c'est-à-dire exporter en 720p par exemple, il te faut payer. Et le logiciel est quand même cher, hein, c'est à partir de $10 par mois. Et $10 par mois, c'est vraiment l'offre de base pour du 720p. Et dès que tu veux faire quelque chose d'un peu plus fort, faut partir sur du 20 ou $40 par mois, donc c'est quand même relativement cher. Ouais, c'est un produit onéreux. J'aurais bien aimé que, même avec la version personnelle de Office, l'Office familial, quoi, ce soit intégré avec le stockage OneDrive, etc. Enfin, je trouverais ça bien qu'il... Oui, parce que je vois, nous, on a des comptes pro pour Lifestyle. Vu l'abonnement qu'on a, je pense que ça fera pas partie de l'offre. Ça, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, c'est côté pro que potentiellement tu peux l'avoir, quoi. Ouais. Alors, ce qui est drôle, c'est que à l'intérieur du board de Clipchamp, il y a une personne qui s'appelle Benjamin Gauthier, qui était un ancien de chez Microsoft, qui est parti il y a quelques mois de chez Microsoft, qui est chez Clipchamp, et donc qui s'est fait racheter juste après par Microsoft, quoi. Est-ce que tu veux dire que son départ était avec un objectif particulier ? Je dis rien. D'accord. Ok. Bon. Écoute, on peut se poser la question. On n'aura pas de réponse. Une bonne opération en tout cas. Bon, allez, on va peut-être pas rester sur Clipchamp. Moi, je vous propose d'avancer. Et est-ce que c'est toi, Cassim, qui nous parle de ça, ou est-ce que c'est Richard qui nous parle de Teams avec les nouveautés qui arrivent dedans ? Je vais laisser la parole. Ouais. Oui, donc au niveau de Teams, il y a tout un tas de nouveautés qui vont arriver. Tu voulais parler des discussions entre les différents types de comptes Teams. Vous savez qu'au niveau de Windows 11, on a un compte Teams personnel qui est ajouté par défaut. Et donc, il va y avoir la possibilité de pouvoir discuter entre les comptes Teams personnels et les Teams Pro. Donc ça, c'est déjà une première bonne nouvelle. L'autre amélioration au niveau de Teams, bon, il y a des trucs un petit peu qui sont sympathiques, mais qui sont pas vraiment fondamentaux, qui permettent de, vous savez, on a la possibilité de lever la main à l'intérieur de Teams. Donc maintenant, il va y avoir un numéro d'ordre qui permet de savoir qui a levé la main en premier, et puis de pouvoir à celui qui organise la session de pouvoir donner la main comme il faut, quoi. Et puis ensuite, il y a une fonctionnalité qui est assez sympathique, qui permet à l'ensemble des présentateurs d'une session de pouvoir créer une room
avant la session pour pouvoir discuter ensemble et pour pouvoir préparer la session de façon plus sympathique, un petit peu mieux que ce qu'on fait ici, quoi. Mais ici, on n'a pas besoin, vu qu'on n'a pas des invités, donc on est directement dans la situation qui nous convient. Et puis, dernière chose concernant Teams, vous savez que Meta, c'est devenu un terme qui est un petit peu à la mode en ce moment, quoi. Et donc, ils ont ce qu'ils appellent Mesh pour Teams 3D, donc qui permettra d'avoir des rendez-vous en 3D à l'intérieur de Teams. Personnellement, je suis un petit peu sceptique par rapport à ce genre de choses. C'est plus dans la hype qu'autre chose, mais bon, ils suivent ce qui se passe, et puis bon, on verra ce que ça donne, quoi. Alors je vais juste rebondir sur ce que tu disais. Tu parlais de la green room pour les présentateurs avant une conférence. Il y a quelques mois déjà, la version éducation de Teams a bénéficié d'une amélioration. On avait la possibilité, dans une réunion, donc en fait dans un cours en ligne, de pouvoir ensuite créer des rooms dans lesquels l'enseignant peut aller affecter des élèves. Et ça permet de faire du travail en atelier. Comme ça, tu mets tes élèves en atelier. Chaque atelier est indépendant. L'enseignant peut passer de l'un à l'autre. Et c'est quand même assez bien fait, assez pratique. Donc ça, c'est une fonctionnalité dont on n'a pas parlé, je crois, nous, ici sur Lifestyle, mais qu'on peut mettre en lien avec celle dont tu as parlé, toi, tout à l'heure. Voilà. Cassim, Teams, quelque chose à rajouter ? C'est Teams. C'est Teams. Non, mais après, la grosse partie vraiment sur laquelle ils ont le plus insisté, finalement, c'est tout leur délire avec le fameux métavers... qui est incarné par Mesh, du coup, le fait d'avoir des avatars en 3D et de essayer de s'adapter, on va dire, à un monde où les gens sont à la fois en physique et en virtuel, et où où tout le monde n'a pas forcément envie de tout le temps de mettre sa webcam pour les réunions en ligne. Donc ils essaient de trouver des idées pour aider un peu sur ça, tout en saupoudrant de mots un peu à la mode pour les investisseurs et les actionnaires. Voilà, on verra bien ce que ça. Après, on verra, peut-être ce sera adopté. Voilà. Est-ce que ça va être un top ou un flop ? Je pense que les personnes seront plus intéressées par le partage de documents de type Loop à l'intérieur de Teams que par des mèches 3D. Moi, ça m'a fait rappeler plutôt les chatbots qui étaient vendus il y a quelques années comme l'incroyable truc qui allait remplacer les applications. Bah voilà. Et bizarrement, c'est plus le futur maintenant. Maintenant le futur c'est le métavers. Et donc ça fait un peu le truc à la mode en ce moment. Donc je suis assez d'accord que Loop est peut-être plus discret, mais à mon avis sera plus concrètement utilisé. Merci beaucoup. Allez, on va laisser de côté Office, on va les laisser macérer un petit peu. Et puis on va passer à Windows 11. Alors, on avait parlé de nouveaux matériels qui arrivaient dans la gamme Surface. On n'avait pas parlé... Si, on avait parlé du Surface Laptop SE, il me semble, Cassim, mais peut-être pas très précisément. Et donc, il y a un Windows spécial qui arrive sur ce laptop, non ? Tout ça, c'est pensé pour toi, en plus, Guillaume. Tu es la cible, puisque c'est le marché de l'éducation... c'est peut-être plus pour moi. Tu vois, en tout cas, c'est quelque chose qui peut te parler, plutôt, j'ai envie de te dire. D'accord. Tu aurais en tout cas plutôt la capacité de dire ce qui serait intéressant ou non, quoi. Oui, on en avait parlé en rumeur, mais et maintenant tout ça a été dévoilé officiellement par Microsoft. Ça vise, alors déjà, spoiler alert, ça vise avant tout les États-Unis parce que ça vise le marché de l'école primaire qui a été complètement et du Chromebook. Voilà, c'est le marché que le Chromebook occupe et c'est surtout aux États-Unis que ça se passe ce combat-là, puisque en fait ça vise des écoles qui ont des flottes de PC, tu vois, qui font de l'administration. Qui font les choses bien, quoi, qui vont avoir des flottes de PC pour les enfants qui sont tout administrés par un compte central, etc., avec des services. Microsoft, ils font l'accompagnement, ou Google,
etc., etc. Donc là, ils ont 2 nouveaux produits à proposer. D'un côté, donc Windows 11 SE, alors qui est en fait, c'est Windows 11 en fait, qui est juste une version avec quelques modifications, mais qui sont vraiment très légères, du style sur Windows 11, quand vous passez votre curseur sur l'agrandissement de la fenêtre, vous avez des options de multitâche, des options d'affichage pour dispositionner les fenêtres. La plupart des dispositions prévues ont disparu dans Windows 11 SE pour simplifier l'utilisation. Il n'y a plus que le moitié gauche, moitié droite. Vraiment, voilà, c'est ce genre de petites retouches pour essayer de simplifier au maximum la chose pour que, d'une manière générale, l'élève n'ait qu'une seule application devant les yeux ou au maximum 2 applications. Et d'ailleurs, par défaut, les applications s'ouvrent en plein écran. D'accord. C'est vraiment que du cosmétique au niveau des changements, ou il y a des choses un petit peu plus... Non, vraiment. Il y a quelques options supplémentaires d'administration pour l'école qui va s'en occuper. Je crois que tu ne peux pas... Il n'y a pas de version, on va dire, entre guillemets, familiale de Windows 11 SE. C'est forcément avec des comptes managés, etc. Mais sinon, techniquement, c'est pas genre une version limitée à ARM ou une version qui te bloque sur le Microsoft Store ou ce genre de choses. C'est vraiment un Windows 11 classique au demeurant. Ouais, c'est un Windows éducation, quoi, comme ce qui existait déjà avant. Sauf que là, l'interface est adaptée. Et puis très légèrement, quoi. Ça reste Windows 11. Hein. C'est vraiment très légèrement adapté. Il y a pas vraiment et ils disent qu'ils mettent l'accent sur Edge et les extensions et les applications web, mais honnêtement c'est pas très probant. Enfin, je veux dire, c'est vraiment Windows 11, quoi. C'est même beaucoup moins une déclinaison que Windows 10 S en son temps, par exemple, qui bloquait l'installation d'applications, le store, qui limitait au store. Et donc pour accompagner ce Windows, on a un Surface Laptop SE dont j'avais parlé en rumeur, donc qui a un PC portable le plus au rabais possible. Moi-même, en fait, quand il y avait la rumeur, je crois que j'en avais parlé, je me demandais s'ils allaient utiliser la marque Surface. Je suis presque étonné qu'ils utilisent la marque Surface pour un produit de ce type, parce que à part vaguement une esthétique qui pourrait vaguement faire penser à Surface, globalement, ça reste surtout un PC portable Microsoft, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le Surface Connect, à la place, tu as une alimentation propriétaire, et puis c'est surtout un PC vraiment, mais qui fait le strict minimum possible, c'est-à-dire qu'on parle d'un écran de 11,6 pouces, avec une définition de 1366 par 768 pixels, donc c'est pile du HD, quoi, en gros. C'est avec un processeur surtout Intel Celeron N 4020 et 4 à 8 Go de RAM et 64 à 128 Go de stockage eMMC. Donc c'est vraiment... on peut pas faire en dessous, quoi. C'est l'entrée de gamme de chez entrée de gamme. À mon avis, ce sera très 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 lent à utiliser. Il faudra pas utiliser vraiment plus d'une application à la fois et pas aller sur des sites web trop lourds. Après, t'as le classique, t'as un port USB, un port USB-C, un port jack, des haut-parleurs quand même, un micro, une webcam de 720p. Ils promettent jusqu'à 16 heures d'autonomie, on verra. Et surtout un prix quand même très 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 agressif de $250. Qui vise bien l'éducation, justement. Le but est d'avoir une machine le moins chère possible. Et le châssis est évidemment en plastique, et à mon avis, je veux pas non plus cracher à l'avance sur l'appareil, mais à mon avis, ce sera pas un plastique de très grande qualité pour arriver à une facture de $250. Je pense pas que... voilà. Forcément. Ouais, mais pour des écoles, ça reste accessible. Surtout que tu as le système d'exploitation qui est dedans et tu as un vrai système j'imagine que le but ce sera d'avoir un accompagnement de la part de Microsoft pour avoir des flottes de PC, avoir la suite Office qui ira bien avec, etc., pour que tout soit bien intégré avec le OneNote éducation, etc. Ouais, mais une fois que tu as installé le système d'exploitation et que tu installes la suite Office avec 64 Go, il te reste quoi ? Il reste pas grand chose, mais... 4 gigas.
Mais en même temps, du coup, pour travailler des documents Word, j'imagine, enfin, in fine, pour vraiment se limiter à de la bureautique, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de boulot, mais après, je pense que c'est peut-être Guillaume qui aura l'avis le plus éclairé sur ce genre de produit, justement. Ben, j'imagine que tu dois avoir un port SD ou quelque chose comme ça, non? Au niveau hardware. J'ai un doute, je suis pas sûr. Oh. Je suis pas sûr. Je te parierais bien au moins 5 € là-dessus qu'il y a un port SD quelque part. Un port micro SD, quoi, oui, allez, pour sinon, augmenter le stockage. Oui, pour augmenter le stockage local, mais sinon je pense que comme tu disais, Microsoft va pousser à l'utilisation de Office Éducation et qui propose quand même, alors pour les comptes adultes, c'est 5 Tera de stockage gratuit sur leur cloud, et pour les enfants, je sais pas combien c'est, mais je suppose que c'est au moins 1 Tera par compte élève. Donc je pense que Microsoft va pousser l'utilisation des données dématérialisées en utilisant leur cloud. C'est pour ça qu'on a des machines qui ont si peu de stockage. Alors après vérification, donc il n'y a pas de lecteur de carte SD. Je te dois 5 €. Mais après, bon, on rappelle qu'il y a quand même un port USB et que tu peux à la limite prévoir des clés USB. Oui, tu peux utiliser une clé USB classique. Ouais. Hein. Mais je pensais qu'on aurait pu étendre la mémoire comme sur les surfaces avec une carte SD ou une carte micro SD. Non, là ça coûtait trop cher, là ça sortait du budget. ouais. Non, mais je pense qu'ils vont pousser à l'offre éducation et le cloud. Ouais. Donc SharePoint et OneNote. Et OneDrive, pardon. Bon, on va laisser cette machine qui est quand même pas un foudre de guerre, c'est pas la machine qui va nous faire rêver, bien qu'elle puisse faire rêver des enseignants, je pense. Elle arrive pas en France pour le moment, donc on verra bien. Parce qu'à ce prix-là, t'as un clavier, t'as un écran, t'as quand même un ordinateur complet. Oui. Moi, je vois sur l'école, c'était ce qu'on avait pour des tablettes Android, quoi. Bah, ça rappelle en un peu moins cher les tarifs des netbooks. Tu sais, tout ce qui était les IPC, les petits PC de Samsung, Acer et compagnie qui faisaient ça. Ça rappelle un peu ça. Hein. Ouais, mais je pense que ça vieillira un peu moins mal que ces PC, enfin ces mini PC qui n'arrivaient plus à démarrer à moins de 10 minutes au bout d'un mois d'utilisation. Peut-être. Je sais pas si t'as connu ça, Richard, mais c'était une horreur ces machines. Il y a ma fille qui en avait acheté un. Voilà. D'accord. Elle a regretté. Oui. Mais je te propose, si tu veux, de passer à un appareil qui fait beaucoup plus rêver, tellement rêver que il existera que dans les rêves. Ah zut, ça serait un néo-rêve. Ce serait un néo-rêve, un néo-métaverse rêve. C'est le Surface Neo. Alors, qu'est-ce qui arrive quand un tournage de film se fait interrompre par le Covid et qu'il ne sort que visiblement 1 an ou peut-être plus après son tournage? Ça produit des films où il y a du placement produit pour des produits qui ont été un peu mis de côté. Abandonnés. C'est le film Red Notice sur Netflix. Où en fait on voit donc Ryan Reynolds qui à un moment du film manipule un Surface Neo. Donc Surface Neo, pour rappel, c'est comme le Surface Duo qui lui est vraiment sorti, mais sauf que c'était un PC, donc c'était un PC à 2 écrans sans clavier. Vous imaginez un PC portable classique, un peu plus petit, et vous remplacez là où il y a le clavier et le touchpad par un deuxième écran, et ça donnait le Surface Neo. Le PC devait révolutionner tout ce qui allait se faire de l'avenir du PC, puis en fait après il y a eu le Covid et les gens ont arrêté de vouloir, Microsoft a arrêté de croire que les gens allaient mettre 4000 € dans un PC, et donc ils ont mis de côté ce projet là et ils sont passés plutôt côté à Windows 11 et à des choses plus concrètes. Donc voilà. Donc le PC n'est jamais sorti, mais au moins le film est sorti. Ryan Reynolds a pu l'utiliser. Ouais. C'est ça, Ryan Reynolds a pu le prendre en main. Mais c'est un film de science-fiction, c'est pour ça. Non, même pas. Mais oui, du coup oui, quelque part oui. Malgré lui, ça devient un film de science-fiction. Bon, qui est très sympa comme film. Hein. Moi, je l'ai pas vu. Je sais pas si vous l'avez vu, mais moi j'ai trouvé ça très sympa. Mais j'ai envie de le voir parce qu'il y a Ryan Reynolds, il y a The Rock et il y a Gal Gadot, donc ça m'a vendu l'envie de regarder le film. Oui, je pense que c'est la 3e personne qui les intéresse. Bon, allez, et je vous propose de terminer avec cette dernière news Windows. C'est une grosse mise à jour pour l'application Xbox sur PC. N'est-ce pas, Cassim ?
Oui, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que l'application Xbox elle est pas terrible sur PC, elle a surtout plein de bugs, plein de problèmes, les gens rouspètent tout le temps de pas pouvoir d'avoir plein de problèmes quand ils installent, etc. Avec Windows 11 déjà ça s'est un peu amélioré grâce à la refonte du store, mais c'est pas non plus idéal, et notamment ce qui chiffonne beaucoup les joueurs PC, c'est le fait que quand tu installes un jeu Xbox, il s'installe dans Windows Apps, qui est un dossier protégé, ce qui rend complètement inaccessible le jeu, ce qui fait que quand par exemple il se désinstalle mal parce que l'application Xbox n'arrive pas à désinstaller le jeu, ou parce que tu as envie de le modder, ou parce qu'il y a des bugs et que tu as envie de les corriger à la main, bah, tout ça c'est impossible parce que le dossier est surprotégé. Et si Florian était là, il dirait mais si tu peux en bidouillant machin un truc, mais personne, enfin honnêtement faut pas. C'est une très mauvaise idée. À part Florian, il n'y a pas grand monde qui va le faire. Voilà, et Florian se plaint de plein de bugs, donc voilà. Ah, tu crois qu'il y a un lien de cause à effet, toi? On n'a rien dit. Mais en tout cas voilà, donc c'est clairement c'est une des choses pénibles. Évidemment ça a des attraits en termes de sécurité, mais c'est quand même pour un usage jeu vidéo c'est très pénible. Et c'était un point faible de Microsoft par rapport aux autres stores qui te laissent... Alors qu'est-ce qu'ils vont proposer ? Eh ben, ils proposent justement de corriger tout ça en te laissant l'accès libre au jeu. Il y aura une mise à jour de l'application Xbox qu'on imagine arriver dans les semaines à venir, qui d'abord en insider, qui va te permettre de dire exactement où tu veux installer les jeux. Et les dossiers seront libres d'accès et du coup tu pourras complètement modder les jeux, tu pourras modifier les fichiers, etc. comme tu le fais quand tu installes un jeu sur Steam ou autre. Et c'est vraiment un pas de plus de Xbox dans la bonne direction. C'est un peu, enfin, on va pas non plus leur jeter 40 000 fleurs puisque c'est juste se mettre au niveau de ce que propose la concurrence en termes de confort d'utilisation. Mais c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que c'était vraiment très demandé et on n'y croyait plus trop. Et c'est un nouveau signe aussi que UWP, c'est un peu du passé. Hein. Et si je ne change aucun paramétrage, Cassim, quand j'installe mon jeu, est-ce qu'il reste protégé quand même ? Je pense que oui. Par défaut, à mon avis, il s'installe dans le dossier Windows Apps, sauf si tu lui spécifies de le mettre ailleurs. Au passage, ils ont proposé d'autres améliorations, type on va pouvoir déplacer les jeux, etc. Donc ça aussi, ça devrait être assez pratique. Ok, merci. Richard, tu voulais réagir, je t'ai coupé. Non, une mauvaise blague. Oui, mais tu voulais parler de la fin de UWP. Non, pas du tout, non. D'accord. Ok, bah alors si tu veux pas en parler, on va passer à Xbox. Alors Cassim, c'est les 20 ans de la marque à la croix verte de chez Microsoft. Alors, ils ont fait quoi pour les 20 ans ? Ils ont fait à part en récapitulatif de ce qui a existé. Ils ont fait une petite cérémonie qui, ma foi, était prêtée à sourire. Bon, c'était pas l'événement du siècle, c'était pas une grosse conférence, mais c'était plutôt un petit événement anniversaire festif. Ils en ont profité pour faire quelques annonces, notamment un documentaire qui sera produit en interne et qui sera diffusé sur plusieurs plateformes de streaming au mois de décembre. Sur la création de la première Xbox, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à raconter. C'est quand même une des histoires très fun de Microsoft à la création de la première Xbox. Alors je rappelle que dans la M-Story de Lifetile que l'on a fait, on a parlé un petit peu de la création de la Xbox première du nom, et Florian nous avait raconté quelques anecdotes qui n'étaient pas inintéressantes. Donc voilà, vous pouvez retourner sur la M-Story disponible sur YouTube. Voilà. Je te rends la parole, Cassim. Non, mais ça sur des petites guerres en interne, pourquoi Xbox s'appelle Xbox, etc. Des choses comme ça. Il y a vraiment plein d'anecdotes croustillantes, et ils nous promettent que dans le documentaire, j'imagine, ils révéleront aussi des petits détails qui manquaient jusqu'à présent, même si il y a déjà eu des livres sur le sujet, parce que c'est toujours intéressant aussi. Il y a des livres d'industrie justement sur le côté l'envers de, je sais pas moi, de la création de l'iPhone, la création de tel produit. Des fois, c'est intéressant de savoir un peu comment ça s'est fait, quoi. Quels ont été les défis, etc. Donc ça, ils l'ont annoncé. Ils en ont aussi profité pour faire des annonces un peu plus concrètes pour les gens, dont, alors je vais rapidement passer dessus, la sortie de Halo Infinite en avance. Donc Halo Infinite qui est prévu pour le 8 décembre de mémoire. Donc là, ce sera toujours la bonne date de sortie pour la campagne. Mais par contre, le mode multijoueur, il est sorti donc ce lundi pour les 20 ans, puisque quand on fête les 20 ans de Xbox, on fête aussi les 20 ans de Halo. Forcément, les deux sont très liés. Et donc, pour fêter les 20 ans, ils ont sorti le multijoueur de Halo Infinite, qui est un énorme succès. Il y avait déjà plus de
250 000 joueurs de mémoire dans les 2 heures qui ont suivi la sortie du jeu uniquement sur Steam, puisqu'on n'a pas les chiffres ni sur PC côté Xbox, ni sur Xbox les consoles. Donc c'est un gros succès. C'était un des plus gros jeux joués sur Steam à ce moment-là. Donc ils ont dû être quand même assez contents de leur sortie. Et puis ils en ont aussi annoncé des choses autour de la rétrocompatibilité. Alors c'est fun et moins fun. Alors je vais faire la partie fun et après on passe sur la partie moins fun. La partie fun, ils ont annoncé 70 nouveaux jeux Xbox et Xbox 360 qui sont désormais compatibles, donc que ce soit avec la Xbox One ou les nouvelles Xbox Series. Donc ils ont rajouté 70 jeux à la liste des jeux rétrocompatibles. Je vais pas tout faire la liste des 70 jeux, mais il y a au moins la série des Max Payne, la série des Fear, quelques jeux Sonic, la série des Time Splitters aussi, voilà, pour en citer que quelques-unes d'un Mortal Kombat. Mais donc c'est une grosse liste de 70 jeux qui était quand même attendue. Ils ont aussi annoncé qu'il y a des jeux qui étaient déjà rétrocompatibles qui sont maintenant améliorés, donc voilà, l'auto HDR ou passer de 30 à 60 images par seconde. C'est notamment le cas de Sonic Génération par exemple, qui est un jeu de plateforme, donc c'est toujours intéressant d'avoir quelque chose de plus fluide et de plus dynamique, surtout pour un jeu comme Sonic qui va très vite. C'est quand même le but. Voilà, donc ça c'était la partie drôle. La partie moins drôle, mais on va pas trop leur jeter la pierre, c'est qu'ils ont annoncé que c'était la dernière fournée de jeux ajoutés au programme de rétrocompatibilité. C'est fini. Ils ont mis fin au programme avec ces 70 jeux. Là, c'est les derniers qui seront ajoutés. Alors, les derniers jeux de Xbox 360 et de Xbox tout court. Et de Xbox tout court, ouais. Ouais. Est-ce qu'il reste des jeux de Xbox tout court et des jeux de Xbox 360 en grand nombre à mettre à jour ? Finalement. Oui, malheureusement, oui. On a l'impression qu'ils en ont rajouté beaucoup et en fait, il en reste énormément qui sont pas du tout dans le programme de rétrocompatibilité. Mais j'allais dire qu'on n'allait pas leur jeter la pierre parce que, alors déjà, premièrement parce qu'ils font ce que personne d'autre ne fait, c'est-à-dire que ni Nintendo ni Sony ne le fait, donc on peut pas trop les accuser de quoi que ce soit. Surtout, ils ont expliqué pourquoi ils allaient arrêter. Ils arrêtent parce que techniquement, ils sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient faire. Donc d'abord sur le point technique, c'est-à-dire que les jeux qui restent peuvent des fois poser des problèmes, ne pas être compatibles, enfin même avec leur système de rétrocompatibilité, il peut y avoir des problèmes techniques qui les empêchent, des moteurs incompatibles, etc. Et surtout, et c'est les 2 autres raisons à mon avis qui sont beaucoup plus fortes, c'est des problèmes de licence et des problèmes judiciaires, quoi. En gros, le gros problème qui a à ramener des jeux en rétrocompatibilité, c'est de retrouver les ayants droit de ces jeux, parce que souvent le studio a disparu, l'éditeur peut avoir disparu. Et puis même quand tu le retrouves, il faut le convaincre d'amener le jeu, ce qui n'est pas toujours possible. Et même si tu arrives à convaincre l'éditeur, des fois il y a des ayants droit externes qui posent problème. C'est notamment le cas par exemple pour les jeux de course, typiquement. Les marques de voitures ou les marques, la BO du jeu qui utilise souvent des musiques, les jeux de course utilisent souvent des musiques, des vraies musiques, quoi. Et pas une musique originale. Mais comme GTA qui avait eu ce problème-là, exactement. Je sais plus quel GTA avait vu ses musiques disparaître. Exactement, parce que... On parle de GTA ou pas? Non, c'est effectivement un problème très concret que GTA rencontre, et c'est pour ça que les Forza aussi disparaissent du store Xbox, parce que problème de licence, que ce soit au niveau des marques de voitures ou de la musique. Donc là pareil, ça sort du cadre du jeu vidéo, mais du coup ça fait que tu peux pas ramener le jeu. Donc ils sont arrivés au bout de ce qu'ils peuvent faire. Et donc pour répondre à ta question, il y a désormais 632 jeux Xbox 360 qui sont compatibles, 632 jeux sur 2154. D'accord, ok, ça fait pas tant que ça fait un gros tiers. Voilà. Et pour la Xbox, il y en a 63 dans la liste sur 997. Ouais. Donc, bon, après la Xbox, oui, moi je sais, j'ai SSX3 sur lequel, auquel je joue. Bon, tu vois que les graphismes sont vieux quand même, hein. C'est un jeu de 2005, je crois. Oui, bien sûr, mais après, un petit peu avant. Pour moi, c'est un problème de préservation du jeu vidéo, et je trouve ça bien déjà que ce qu'a fait Microsoft. Ça te permet quand même, des fois, quand il y a un jeu qui sort, si tu as envie de te refaire la série, enfin si tu es passionné et que tu as envie de te refaire la série derrière,
tu peux. Aujourd'hui, si je veux me Oui, mais Cassim, oui. Si t'es un vrai passionné, tu as toujours une Xbox première du nom, tu as toujours la Xbox 360. Là, t'en demandes beaucoup. Et tu as déjà les galettes, donc t'as pas besoin de rétrocompatibilité. Ouais, enfin il y a quand même, je te répondrai qu'il y a quand même un milieu entre tout ça où tu n'as plus les consoles, ou alors surtout tu as la flemme de les ressortir et de les rebrancher juste pour le jeu. Et il y a. Alors, je ne prends pas compte ton dernier argument. Mais je dirais que voilà, pour prendre une série concrète que les gens connaissent, Metal Gear Solid. Aujourd'hui, toute la série des Metal Gear Solid est jouable sur des consoles plutôt récentes, hormis Metal Gear Solid 4 qui est bloqué sur la PlayStation 3. Et comme Sony n'en a rien à faire de la rétrocompatibilité, ça fait que le jeu est bloqué sur une vieille console qui est en fin de vie, quoi. Donc après, t'as les éditeurs qui font des nouvelles versions de leurs vieux jeux et qui les revendent. Toi, tu veux nous amener sur GTA. Je te sens, Je te sens GTA compliant, ouais. Oui, c'est ça. C'est lequel? C'est le 3 là qu'ils ont refait récemment? C'est la trilogie GTA, GTA Vice City, GTA San Andreas, qui sont les 3 qui sont sortis sur Xbox première du nom et sur PlayStation 2. Ouais. Et ils ont sorti avec le nombre de bugs qui est monstrueux, quoi, qui est scandaleux. Scandaleux, surtout quand on parle quand même de 3 des jeux les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo. Et qui sont payants, je sais plus, c'est 60 €, je crois, là, en plus. C'est 60 €, et puis on parle d'une des sociétés les plus riches au monde, dans le secteur du jeu vidéo, qui est Take-Two, et plus précisément de Rockstar, qui est un des développeurs aussi qui a le plus d'argent au monde. Enfin, GTA V, qui est sorti en 2013, est toujours l'un des plus grosses ventes chaque année. Donc ils ont plein d'argent, donc ils avaient les moyens de faire beaucoup mieux. C'est ça le point final. Mais voilà, donc Microsoft met fin au programme de rétrocompatibilité, c'est comme ça. Je voudrais juste rappeler un dernier mot avant qu'on conclue sur ce programme, vu qu'on en parlera a priori plus. Ils ont révélé, il y a une excellente interview sur le magazine américain, alors malheureusement c'est en anglais, GQ, de toute l'équipe un peu dirigeante de Xbox, et qui revient un peu sur tout ça. Et dans lequel il confie un peu justement le fait que l'élaboration de ce programme de rétrocompatibilité qui a été annoncé, pour rappel, en 2015, et c'est vraiment quelque chose de très important au sein de Xbox, parce que c'était après le lancement catastrophique de la Xbox One, et c'était le moment où l'équipe était complètement démoralisée, ils savaient pas où ils allaient, voilà. C'est le moment où Phil Spencer est devenu patron de Xbox, et ça a été un peu un des projets qui a redonné courage un peu à l'équipe, et un an avant, en fait, le 3 2015 est vu dans l'histoire de Xbox maintenant comme la première année du retour de Xbox un peu en force, etc., où ils ont refait leur remontée, notamment avec cette annonce de la rétrocompatibilité. Et donc ça a mis un an à être développé, et en fait c'est donc celui qui s'occupe aujourd'hui de xCloud, qui est Karim Choudhry. Il est allé voir Phil Spencer, il a dit j'aimerais faire de la rétrocompatibilité, je pense qu'on peut le faire, mais je suis pas sûr qu'on puisse le faire. Je vais prendre une équipe de 30 de nos meilleures têtes dans l'équipe Xbox. J'ai besoin d'un an pour travailler dessus, et au bout d'un an je pourrais te dire si on peut le faire ou pas. Et donc il a eu le feu vert de Spencer, et donc bon, ça s'est bien fini, mais il est parti un peu ils étaient partis vraiment sur un projet fou et flou, quoi. Enfin vraiment, voilà. Donc c'est plutôt un beau projet, et c'est plutôt une belle histoire, quoi. Et on peut quand même rappeler que maintenant il n'y a plus de problème de rétrocompatibilité entre les Xbox Series et les One. Enfin, les jeux One se jouent sur Series sans problème. Le travail qui a été effectué sur les présentes générations a aidé aussi à faire que les jeux tournent très bien de la Xbox One sur la Xbox Series. Ils s'améliorent automatiquement et tout, donc on sent qu'il y a eu du savoir-faire, même si la PlayStation 4 tourne sur PlayStation 5, les jeux PlayStation 4. La transition de l'une à l'autre s'est fait beaucoup mieux sur Xbox, s'est fait beaucoup plus naturellement et avec des vraies améliorations que sur PlayStation, donc on sent qu'il y avait un historique là-dessus. Ouais, ok. Mais merci beaucoup, Cassim, pour tous ces éclaircissements. Richard, est-ce que tu veux rajouter une petite info ou poser une question? Tu avais la première Xbox? Oui, j'avais la première Xbox. Mais moi, je voulais juste poser une question, justement. J'avais la première Xbox, là j'ai une Xbox One.
pour Noël, je peux avoir une nouvelle Xbox ou pas? Ah là 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 là. Bah écoute. Tu peux essayer. Tu peux essayer. Mais c'est toujours compliqué. Hein. Alors ça dépend. Si tu veux la série S, je pense que tu peux l'avoir sans problème. Si tu veux la série X, ça va être chaud. D'ailleurs, on a appris que la série S ils avaient augmenté la production de la série S, qui se vend mieux que la série X. Mais c'est toujours lié au fait qu'une partie de la production de la série X part dans le cloud pour les serveurs. Mais la série S se vend mieux. Bon, c'est aussi logique parce qu'elle coûte beaucoup moins cher. C'était attendu. C'est son but. Mais du coup, ils la produisent plus et elle est plus facilement trouvable. Mais ouais, malheureusement, la série X, compliqué encore. Hein. Parce que là, je suis allé à la Fnac là, tout à l'heure là, pour acheter un câble pour brancher mon micro. Là. J'ai rien vu, ni PlayStation, ni Xbox. Quoi. Clairement, encore aujourd'hui, là, pour trouver une Xbox, il faut suivre les comptes. Le mieux est encore d'aller sur Twitter et de suivre des comptes comme Hamster Joueur, qui est un compte qui s'occupe toute la journée de faire des bons plans autour du jeu vidéo. Et il fait des notifications dès qu'il sait qu'il y a des consoles en stock, et c'est une des références sur Twitter. Il l'écrit et à part suivre ce compte donc qui s'appelle Hamster Joueur et régler sur Twitter, il y a une option sur Twitter pour envoyer des notifications dès que le compte tweet. C'est un peu lourd parce que du coup il va tweeter sur plein de sujets, sur plein de jeux, etc. Mais c'est peut-être encore moi je trouve que c'est encore la meilleure solution, parce qu'au moins à la seconde où il tweet il faut cliquer et bon, ça reste compliqué hein. Pour Madame Michu c'est mort quoi. Ah bah oui, ça c'est clair que malheureusement c'est encore très compliqué quoi. Ou avoir un grand coup de bol quand tu passes au magasin. C'est ça. Voilà. Bon, merci Richard, merci Cassim. Je crois que c'est le moment de clôturer notre épisode. Oui. Alors on se donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours. Ça sera fin novembre, début décembre. On vous donnera la date sur les réseaux si on y pense. Allez, merci encore à vous Richard et Cassim. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et bonne écoute. Ciao. Salut. Salut.